Bonjour. 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 Est-ce qu'on se donne 2, 3 minutes de plus ou on commence déjà? On va se donner 2, 3 minutes. D'accord. Je ne vois plus de mouvement pour le moment, donc je propose peut-être de commencer et Yente, tu céderas le passage au fur et à mesure. Merci. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Nous sommes heureux au nom de la coalition Genre et Migration de vous accueillir à ce webinaire. Alors, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas très bien, peut-être vous rappeler que la coalition Genre et Migration a été créée en 2024 dans le cadre d'un projet financé par l'Institut d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, nous sommes une coalition fédérale constituée de 6 organisations qui sont les suivantes: le collectif des femmes, Isala, Vraorad, GAMS Belgique, Punt et la Voix des femmes. Alors, un des buts de notre coalition est d'examiner la prise en compte de la dimension de genre dans les politiques migratoires et parce que nous pensons en effet que l'absence d'une perspective forte de genre dans les politiques de migration et d'asile peut contribuer à accroître les violations des droits humains et peut exposer les femmes et les jeunes filles à des violences, à des discriminations supplémentaires et perpétuer les inégalités de genre. Nous essayons aussi d'assurer une mission de veille des évolutions politiques, politiques et législatives, tant au niveau national qu'international. Et autant que possible, nous essayons de documenter les situations vécues par les femmes et les jeunes filles et de faire entendre leur voix. Le webinaire d'aujourd'hui intitulé Femmes aux frontières de l'Europe, sans protection ou invisible, point d'interrogation, se penchera sur la situation des femmes arrivées en Grèce et le traitement qui leur est accordé là-bas. Et nous comptons pour ce faire sur les interventions de Juliette Malfaisant, qui travaille à Equal Legal Aid, une organisation à but non lucratif qui offre une assistance juridique gratuite aux personnes déplacées à Thessalonique et à ses environs. Et nous comptons également sur la présence de Dumitra Latsiou, qui travaille au Centre Diotima, une organisation dédiée à la prévention et à la prise en charge des violences sexistes. Un énorme merci à elles deux pour le temps de préparation qui nous a été accordé et d'avoir accepté de partager leur expérience sur le terrain avec nous. Alors, avant de leur donner la parole, quelques détails pratiques. La première intervention se fera en français et la deuxième se fera en anglais. Je voulais vérifier avec vous les personnes qui comprennent l'anglais. Est-ce que je pourrais vous demander de lever le pouce, s'il vous plaît? Je comprends. Voilà, le pouce physique ou alors voilà pour que... OK. Il semble qu'il y a quand même
un peu plus de la moitié qui comprennent l'anglais. Donc, les textes en français seront sous-titrés en français, vous pourrez et en anglais aussi, donc vous pourrez les suivre plus facilement. S'il y a vraiment des gros problèmes, on peut toujours demander à Juliette. En tout cas, Juliette s'est proposé de traduire vers le français, mais je pense que on pourrait garder l'anglais et ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Par ailleurs, il y aura une session de questions-réponses entre 13h15 et 14h. Mais vous pouvez déjà poser vos questions dans le chat. On les prendra vers la fin et on y répondra. Ça permettra de regrouper toutes les questions en fin de présentation. Voilà, je ne sais pas, je pense voilà, les questions pratiques ont été réglées. Donc, je vais demander à Juliette de prendre la parole. Merci, Juliette. Bonjour à toutes. Je suis Juliette, la directrice de l'association Equal Legal Aid. D'abord, merci beaucoup à la coalition pour cette invitation. C'est un sujet qui nous touche beaucoup à Equal Legal Aid, et donc je suis ravie de pouvoir en parler et aussi de la situation aux frontières de l'Europe de manière générale. J'ai préparé une présentation, un PowerPoint. Donc, je vais partager mon écran. Hmm. Bon, je n'y arrive pas pour une raison que je ne m'explique pas. Juste une seconde, pardon pour ça. Ah, ok. Voilà, c'est bon. Pardon pour ce petit délai. Est-ce que vous pouvez bien voir mon écran? Oui, c'est bon. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je vais commencer par une présentation courte de l'association Equal Legal Aid, qui est une association que j'ai fondée avec d'autres collègues en Grèce en 2020. C'est une association dont la mission est de défendre et promouvoir le droit fondamental à l'asile en Grèce et en Europe. Nous sommes actuellement une équipe mixte d'une dizaine de personnes qui est composée à la fois d'avocats et de membres permanents salariés et de bénévoles avocats qui viennent d'autres pays européens pour généralement des missions de 6 mois. On travaille également avec des interprètes bénévoles et tous ensemble, nous fournissons un accompagnement juridique gratuit aux demandeurs et demandeuses d'asile qui sont donc en Grèce du Nord. Les personnes qui participent à notre programme d'accompagnement juridique sont, comme vous pouvez le lire, des demandeurs d'asile qui sont en quête de sécurité et de protection, qui ont subi des persécutions en raison de leur opinion politique, leur croyance religieuse ou leur genre. Ce sont très souvent des personnes vulnérables qui ont parfois été victimes de torture, de trafic ou de mauvais traitements. Sur ce slide, vous voyez un aperçu disons, de détails plus démographiques sur les personnes que nous assistons dans l'association. Comme vous pouvez le voir, on assiste des personnes qui ont vraiment des origines très variées, mais principalement ces 6 dernières années, des personnes originaires d'Afghanistan, de Syrie, d'Irak, du Congo, de la Sierra Leone et de la Somalie. 36% des personnes à qui nous fournissons une aide juridique sont des femmes et la très grande majorité des personnes que nous assistons ont moins de 30 ans, donc c'est plutôt une population jeune. À peu près 11% sont des familles monoparentales. On a également 43% de familles avec les deux parents. Et enfin, le reste, ce sont des personnes qui sont célibataires sans enfants.
le programme d'assistance juridique de l'association, il est décomposé en plusieurs volets. Donc, très rapidement, on a une ligne d'assistance téléphonique, on organise aussi des permanences juridiques et ensuite, on a un suivi individuel pour fournir une assistance juridique et une représentation en justice devant les autorités de l'asile pour les personnes demandeurs d'asile. Et enfin, on a aussi un volet contentieux stratégique et plaidoyer. Maintenant, pour vous parler un petit peu de la Grèce. Juste une phrase introductive, c'est important de parler du contexte général en Grèce pour la simple et bonne raison que les femmes qui arrivent en Grèce, elles n'ont pas un statut d'exception par rapport au reste des demandeurs d'asile. Donc tous les obstacles généraux, toutes les difficultés qui s'appliquent à tous les demandeurs d'asile en Grèce, elles s'appliquent évidemment et logiquement aussi aux femmes. Juliette, Donc oui. désolée d'interrompre, c'est juste que l'écran cache un petit peu. Donc, quand vous êtes dans la présentation, il y a toujours le petit écran du Zoom Ah, ok. droite. Si vous pouvez le fermer, comme ça, on peut voir toute la présentation. Oui, Là, c'est parfait. bon? Oui, Ok. Désolée pour ça. Ok, alors, je voulais commencer déjà par une carte pour remettre un petit peu les choses dans un contexte géographique et rappeler avec une image à l'appui que la Grèce, c'est donc une des portes d'entrée vers l'Union européenne pour les personnes qui sont en quête de protection, au même titre que l'Italie, l'Espagne et aujourd'hui la Bulgarie également. Et donc, ces pays-là sont des pays de première arrivée. Et ça, c'est très important de toujours le rappeler, parce qu'une personne qui arrive en Grèce, c'est une personne qui est toute fraîchement débarquée en Europe, qui ne connaît rien du système de l'asile en Europe, dont la route de l'exil est très récent. Donc, ça veut dire que les traumatismes n'ont pas été digérés. Il n'y a pas eu de soutien psychologique, il n'y a pas eu de soutien médical. Donc, ça veut dire que les personnes, vraiment, tout est extrêmement frais. Les plaies ne sont pas refermées. Et aussi, il n'y a absolument pas de connaissance du système de l'asile européen. La plupart du temps, les personnes ne savent pas même ce qu'est l'asile. Donc ça, c'est toujours très important de le rappeler et de commencer par ça, parce que je pense que quand une personne a déjà traversé 2, 3, 4 pays européens, parfois demandé l'asile dans plusieurs pays européens, évidemment, les personnes ont une compréhension peut-être un petit peu supérieure du cadre juridique de l'asile en Europe. Mais c'est pas du tout le cas en Grèce. Je continue avec une autre carte qui est cette fois-ci un petit peu plus détaillée. L'idée étant de vous faire visualiser un petit peu ce qui se passe en Grèce pour les personnes qui sont donc fraîchement arrivées. Donc, comme je l'ai écrit en haut, la Grèce, c'est une plateforme de transit pour les personnes qui demandent l'asile et c'est également un goulot d'étranglement puisque les personnes se retrouvent coincées en Grèce. Elles n'ont pas le choix du pays dans lequel elles vont arriver. Elles arrivent juste en Grèce et ensuite elles se retrouvent bloquées en Grèce. Donc si on regarde la carte, on voit que ce sont les flèches bleues que vous voyez ici sur la droite. Les personnes arrivent principalement sur les îles grecques qui sont indiquées par des points bleus directement depuis la Turquie. Il y a aussi quelques personnes qui arrivent par la frontière terrestre qui est également ici et qui s'appelle Evros. Sachant que il faut quand même le rappeler à chaque fois, en Grèce, on a une pratique des refoulements illégaux ou des pushbacks illégaux qui est extrêmement répandue. Donc, il y a toujours beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont obligées de tenter la traversée de multiples fois au péril de leur vie avant de pouvoir enfin arriver en Grèce et demander l'asile. Donc ça, on voit bien sur la carte aussi les zones où ces refoulements illégaux, ces pushbacks peuvent intervenir, qui interviennent donc ici, le long de la frontière avec la Turquie. Si les personnes arrivent en Grèce, parfois leur objectif final n'est pas de rester en Grèce, leur objectif c'est d'arriver en Bulgarie ou de transiter par l'Albanie et la Macédoine du Nord vers d'autres pays européens plus au nord, voire même de passer par la mer vers l'Italie. Mais la Grèce est quand même très rarement un pays de choix pour les demandeurs d'asile. C'est surtout une destination contrainte et pas choisie. Et généralement, les personnes qui veulent ensuite
aller dans d'autres pays européens, soit elles essayent de le faire immédiatement avec les passeurs, soit elles attendent d'obtenir un statut en Grèce pour ensuite le faire par les voies légales une fois qu'elles ont des documents de voyage. Mais généralement, elles ne veulent pas rester en Grèce. Maintenant, si on regarde un petit peu le cadre juridique de l'accueil et de l'asile en Grèce, on a évidemment le même cadre que dans d'autres pays européens, puisque c'est sans rentrer dans des détails trop juridiques, ce sont les directives européennes et très prochainement le pacte qui fixe toutes ces règles. Mais si on regarde la pratique des politiques d'asile mon téléphone sonne, en Grèce, on constate que la Grèce est toujours dans les politiques les plus restrictives, et ce depuis 2016-2017, et ça n'a fait que s'accentuer, en particulier depuis l'élection du gouvernement qui est actuellement au pouvoir en Grèce, qui s'appelle Nouvelle Démocratie, et qui est un gouvernement qui applique une politique au niveau de l'asile et de la migration qui est d'extrême droite. Donc quand on regarde les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, on est dans une détention de facto des personnes dans des camps insalubres, sans exception, qui amènent dans de très nombreuses situations à des traitements inhumains et dégradants, qui ont été condamnés à de multiples reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, mais également par la Cour de justice de l'Union européenne, et qui sont dénoncés depuis des années par les associations de la société civile, mais également par les journalistes, par les chercheurs. Donc c'est un fait bien connu, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Dans un second temps, quand on regarde les procédures d'asile en elles-mêmes, on est sur des procédures d'asile qui sont extrêmement restrictives. Il y a énormément d'exceptions au régime général des procédures d'asile. On a également une application des concepts de pays sûrs, donc pays tiers sûrs et pays d'origine sûrs. Je reviendrai un petit peu là-dessus un petit peu plus tard. Mais donc, on a quand même une demande d'asile sur 2 aujourd'hui qui est rejetée en Grèce, ce qui est énorme, surtout quand on voit les nationalités des personnes qui demandent l'asile en Grèce. Enfin, on a également, en cas de rejet des demandes d'asile, aujourd'hui de plus en plus d'expulsions. On a également de plus en plus de retours depuis d'autres pays européens. Ça, c'est quelque chose que l'on voit se développer ces 2 dernières années, et c'est aussi pour ça qu'on a organisé ce webinaire aujourd'hui, puisqu'on a de plus en plus de pays, et notamment l'Allemagne, qui est vraiment en pole position pour le renvoi de demandeurs d'asile vers la Grèce, où ils auraient obtenu une protection, alors même que les conditions y sont extrêmement difficiles. Et enfin, tout en bas, on a 2 autres aspects très importants dont il faut évidemment parler. Le premier, que j'ai déjà évoqué, ce sont les refoulements illégaux ou les pushbacks et les entraves aux opérations de sauvetage en mer. Les refoulements illégaux en Grèce, c'est une réalité. Ça concerne presque tous les demandeurs d'asile. Nous, au sein de l'association, je peux dire avec certitude que presque la totalité des personnes que nous assistons ont été victimes d'un pushback, d'un refoulement illégal. Donc, quand on parle de traverser au péril de sa vie, c'est une réalité, et là-dessus, rien n'a changé. C'est toujours une réalité aujourd'hui. Et enfin, le dernier point, c'est la criminalisation des demandeurs d'asile et celles et ceux qui les défendent. On assiste en Grèce au durcissement du cadre juridique de nos interventions et du séjour des demandeurs d'asile, avec des lois de criminalisation qui sont adoptées par le gouvernement grec. On en a notamment eu 2 dans les 12 mois qui viennent de s'écouler, une en septembre 2025, une en février 2026, qui viennent rendre le séjour des demandeurs d'asile qui n'auraient pas de papier illégal, avec des peines de prison et des amendes qui sont assez élevées, mais sont aussi des lois qui rendent le travail des associations de plus en plus difficile et qui criminalisent ce qu'ils appellent la facilitation au séjour illégal, sans pour autant définir ce que c'est la facilitation du séjour illégal. Donc, on est dans une situation qui devient vraiment de plus en plus difficile aussi pour les associations. Et donc, notre travail, il est extrêmement entravé aujourd'hui en Grèce. Quand on regarde le système de l'asile en Grèce, comme j'ai déjà commencé à l'expliquer un tout petit peu, on a des obstacles juridiques à toutes les étapes de la procédure d'asile. On a aussi des blocages administratifs. Ça, évidemment, ça n'est pas visible qu'en Grèce. C'est quelque chose qui est aussi très lié aux politiques de dématérialisation et qui se voit dans plein d'autres pays européens. On a un confinement prolongé dans des camps de réfugiés insalubres et des conditions de vie indignes qui entraînent souvent des traitements inhumains et dégradants.
Et donc, tout cela, ça forme une espèce de situation cocotte-minute brûlante avec un système qui est délibérément défaillant. Tout est fait pour que les choses ne fonctionnent pas en Grèce. Maintenant, si on regarde la situation en Grèce du Nord, qui est l'endroit où nous intervenons avec Equal Golade, mais aussi où Dimitra intervient, donc c'est cette zone ici que je montre avec la souris. Donc c'est la région du nord de la Grèce, qui est une région, pour vous donner un ordre d'idée, qui est équivalente à la taille de la Belgique et du Luxembourg réunis. Donc c'est grand. Il y a environ, à l'heure actuelle, 10 000 demandeurs ou demandeuses d'asile qui résident dans des camps de réfugiés officiellement en Grèce du Nord. Il pourrait y avoir beaucoup plus de personnes, mais qui sont des personnes qui sont non documentées. Donc on ne peut pas avoir de chiffres exacts sur leur présence en Grèce du Nord. Mais en tout cas, officiellement, la Grèce du Nord, c'est 10 000 demandeurs d'asile aujourd'hui. Ces 10 000 demandeurs d'asile sont répartis dans 15 camps de réfugiés. Certains sont indiqués avec des points rouges sur cette carte. Et les camps de réfugiés, il faut se figurer des isobox, des containers, qui sont dans des zones très éloignées des centres urbains, vraiment très isolées, sans transport. Donc les personnes sont vraiment placées intentionnellement dans des zones qui ne sont pas accessibles et dans des zones qu'il est difficile de quitter puisqu'il n'y a pas de transport qui est assuré par l'État grec ou par les autorités de l'asile. Dans ces camps de réfugiés, comme je l'ai déjà évoqué, on a des conditions de vie qui sont extrêmement précaires. On a un problème d'accès à la nourriture avec des distributions de repas qui ne sont pas suffisantes. On a également un problème d'accès à l'eau courante dans certains camps. On a des problèmes de manque d'hygiène, on a des problèmes de sécurité, on a des problèmes d'accès aux soins médicaux, des problèmes d'accès aux soutiens psychosociaux et à l'accès à l'aide juridique. On a également des problèmes d'interprétation, puisque depuis 2024, on a une crise de l'interprétation en Grèce, puisqu'il n'y a plus d'interprètes dans les camps, ou en tout cas, il y a beaucoup de camps dans lesquels il n'y a plus d'interprétation disponible en temps habituel. Donc, c'est extrêmement morcelé, l'accès à l'interprétation, et ça, évidemment, ça cause des problèmes à absolument tous les niveaux. On a également des difficultés à déposer une demande d'asile en Grèce du Nord et eu des difficultés à accéder à l'aide juridique, puisque en Grèce, comme dans tous les pays européens, il n'est pas obligatoire de proposer une aide juridique en première instance. Mais il y a aussi très peu d'associations en Grèce du Nord, par exemple. Donc évidemment, l'accès à l'aide juridique est compliqué. Et enfin, on a les problèmes de criminalisation que j'ai déjà évoqués. Toutes ces difficultés dont je viens de parler, elles sont décuplées pour les femmes qui ont survécu à des violences de genre. Et pour commencer la partie de ma présentation qui abordera ces difficultés spécifiques-là, je voudrais partager avec vous le témoignage d'une des personnes qui a été assistée par notre association. Donc c'est une vidéo avec un entretien avec cette femme qui a reçu l'aide juridique et la représentation de notre association. Son témoignage date de 2024 et je vais sans plus tarder lancer la vidéo en espérant qu'il n'y ait pas de problème technique. La vidéo est en français, le témoignage est en français et il y a aussi normalement des sous-titres si ça fonctionne. Je lance tout de suite la vidéo. Je pense que tu dois aussi partager ton son, Juliette. Normalement, c'est quand tu donnes, que tu commences à partager, que là, tu dois indiquer que c'est aussi le son de l'ordinateur. Mais peut-être tu dois quitter de partager et puis réessayer. Que de problèmes techniques avec cette vidéo. Je retente.
Normalement, mon son est partagé. Là, ça marche? Non, ça, le son n'est pas partagé, mais si tu veux, je me souviens que tu as renvoyé le vidéo aussi. Si tu veux, Ah moi, oui. je peux aussi essayer de le partager. Ah oui, merci beaucoup. Je vais faire. Si tu as une faible morale seulement, tu tombes dans la dépression. Après la dépression, c'est la folie. Je m'appelle Aïcha, j'ai 44 ans. Je suis venue ici, ça fait en 2018. Ça me fait 6 ans maintenant que je suis là. Je suis rentrée par la Turquie, de la Turquie en Grèce. Quand je suis arrivée, ils ont commencé à nous interroger, ils m'ont demandé qu'est-ce que je suis venue faire ici. J'ai dit que je suis venue sauver ma peau. Quand je suis arrivée, on a fait une déclaration et on vous demande vous venez de quel pays, qu'est-ce que vous êtes venu faire. C'était difficile pour moi parce que je ne comprenais pas la langue. Le premier interview, je pensais que c'était bien passé, jusqu'à ce que j'ai des rejets. Et je me rends compte que, bon, il y a un souci, mais je ne sais pas quel est le souci. Parce que je peux pas comprendre il peut se baser sur mon problème de santé. Donc, je me dis que j'ai déjà toutes les preuves pour prouver que je suis malade. J'ai toutes les preuves. J'ai même envoyé une lettre de chez moi, de l'hôpital, qui prouvait que j'étais suivie là-bas. Et dans cette lettre, n'était pas mentionné dans la lettre que j'avais les hépatites B ni hépatite C. C'est ici que c'est découvert. Maintenant, la deuxième interview, là, j'étais pas convaincue de ça. Je n'étais pas rassurée de ça parce que l'interprète ne comprenait pas bien le français. À chaque mois que je devais faire l'interview, je suis tellement stressée. Je suis stressée jusqu'en... C'est pas possible. Ça me stresse tellement que je vais en finir avec ça pour quitter. Donc, je n'ai pas essayé de demander encore que j'avais besoin d'un autre interprète ou quoi. Je n'ai rien demandé. C'est stressant pour moi parce que j'ai déjà eu un premier rejet. Et sans cause. Quelle preuve encore vous voulez? J'ai eu aussi des maltraitances dans ma vie. Comme je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais je vais être bref.
comme l'excision et les mariages forcés. J'avais toutes ces preuves. J'avais déjà tout dit. Donc, après l'interview, j'ai fait 2 ans sans que ma décision ne sorte. 2 ans. Et quand c'est sorti, je n'avais pas eu la décision. J'ai eu le rejet. Le rejet m'a plongé dans les stress, dans l'angoisse, parce que je vis avec les stress dans ma tête que des jours au lendemain, on peut me ramener chez moi. On peut me ramener chez moi, me ramener dans les mêmes merdes que j'ai fait. J'ai tout le temps ça dans ma tête. Si tu as une faible morale seulement, tu tombes dans la dépression. Après la dépression, c'est la folie. Voilà. J'ai vu jour pour jour. C'est comme ça un peu ma vie ici en Grèce. Très, 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 très difficile. Très difficile. Je suis sans aide, sans aide. J'ai dit sans aide. Ce que j'ai enduré ici, c'est trop. Si l'Union européenne leur donne cet argent, qu'il y ait vraiment pitié de nous. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains aussi. Je pense que quand ça ne va pas dans ton pays, tu es libre d'aller partout où tu veux pour pouvoir vivre. Et moi, je suis en face de vous, en train de vous expliquer mon histoire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu l'occasion de vous expliquer leur histoire, qui ont des problèmes plus graves que moi. C'est comme ça. Si je veux continuer à expliquer ce que j'ai traversé ici en Grèce, je vais faire peut-être 1000 vidéos. Je compte m'arrêter là. Merci. Alors, je souhaitais commencer la seconde partie de mon intervention qui est donc beaucoup plus concentrée sur les difficultés très spécifiques que rencontrent les femmes victimes de violences de genre par le visionnage du témoignage de Aïcha, qui en fait, à lui seul, met en lumière beaucoup de ces problématiques que je vais tenter d'aborder dans le temps que j'ai aujourd'hui. Alors évidemment, ça ne peut pas être exhaustif. On pourrait faire 3 jours de formation juste sur ce sujet. Je voudrais juste signaler qu'on va publier un rapport spécifiquement sur ce sujet en mai. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous reconnecter sur le site de notre association vers la fin mai ou vers juin pour lire davantage à ce sujet. Et évidemment, nous contacter également séparément si vous voulez avoir plus de détails. Donc, en ce qui concerne les victimes de violences de genre et la façon dont elles sont traitées et leurs demandes d'asile jugées par les autorités de l'asile en Grèce, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. La première chose à dire, c'est que le cadre juridique existe. Le cadre juridique existe, il est même assez fourni. Il y a aussi beaucoup de décisions de jurisprudence qui sont applicables dans tous les pays de l'Union européenne, qui sont assez protectrices des femmes victimes de violences de genre. Donc la problématique ne se situe pas là, elle ne se situe pas sur le cadre juridique, elle se situe sur son application dans le pays. La deuxième chose à dire, c'est que les violences de genre ne sont pas un événement isolé, c'est un continuum de violences qui commence bien souvent dans le pays d'origine, continue pendant la route de l'exil et se perpétue, recommence ou se manifeste ou survient dans les pays européens d'accueil, notamment en Grèce, dans le premier pays d'accueil.
Enfin, une troisième chose qui est que les violences de genre ne sont pas des accidents, ce sont les politiques, en tout cas quand elles surviennent dans les pays européens, ce ne sont pas des accidents, ce sont plutôt les conséquences prévisibles de nos politiques migratoires et de politiques aux frontières. Et en Grèce, tout cela est particulièrement vrai. En ce qui concerne l'association, pour vous donner un ordre d'idée sur, disons, l'analyse qu'on fait du traitement qui est donné par les autorités de l'asile grecques aux demandes d'asile de femmes victimes de violences de genre, on a récemment analysé 82 dossiers de femmes victimes de violences de genre qui ont été assistées par l'association. Sur ces 82 dossiers, donc 82 demandes d'asile, seulement 15 ont obtenu l'asile en première instance, avec une aide juridique fournie par l'association. Ça signifie que sur ces 82 personnes qui ont eu une aide juridique, qui sont victimes de violences de genre et qui ont dévoilé les violences dont elles ont été victimes pendant leur procédure d'asile en Grèce, 1 sur 6 seulement ont été protégées en première instance. C'est quand même très peu. C'est vraiment extrêmement, extrêmement peu, alors même que tout l'arsenal juridique existe. Donc maintenant, si on regarde plus dans le détail, si on plonge dans la façon dont ça se passe en Grèce pour une femme qui est victime de violences de genre, pour essayer d'aller chercher où se trouvent les blocages. Un des premiers blocages qui existent, c'est l'évaluation de la vulnérabilité. Parce que en Grèce, comme dans tous les pays de l'Union européenne, on est censé, les autorités d'asile sont censées évaluer la vulnérabilité de la personne, puisque quand une personne demandeuse d'asile est jugée, considérée vulnérable, est censé s'appliquer à cette personne des garanties procédurales accrues. En Grèce, on a un très gros problème sur l'évaluation de la vulnérabilité qui n'est pas récent, mais qui est particulièrement grave quand il s'agit de femmes victimes de violences basées sur le genre. Ce problème d'évaluation de la vulnérabilité se manifeste en pratique par le fait que les vulnérabilités, elles sont insuffisamment détectées au niveau de l'identification des demandeurs d'asile quand ils font leur première demande d'asile. C'est très largement aussi lié au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'aide médicale dans les camps de réfugiés, et c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'interprètes. Bref, c'est juste la manifestation de plein d'autres problèmes qu'on observe dans les camps de réfugiés et au niveau de l'enregistrement des demandeurs d'asile. Mais une personne dont la vulnérabilité n'est pas enregistrée, c'est une personne qui ne va pas avoir accès à des garanties procédurales, qui n'aura pas non plus de vulnérabilité dans son dossier. Ça signifie que dans la procédure d'asile, ça ne sera pas enregistré. Et donc, la personne qui va faire l'entretien d'asile ou qui va juger la demande d'asile ne le saura pas en avance. Et donc, nous, en tout cas dans l'association, on est très souvent face à des dossiers de femmes victimes de violences de genre qui devraient être considérées vulnérables, mais en fait, ça n'a jamais été marqué dans leur évaluation de vulnérabilité. Et quand bien même ça serait indiqué dans cette fameuse carte santé, comme on l'appelle en Grèce, c'est juste un code. C'est-à-dire que les vulnérabilités, elles sont classifiées par type de vulnérabilité. Disons que les violences de genre, c'est le type numéro 6, par exemple, et ça s'arrête là. Dans la carte de vulnérabilité, il n'y a pas d'autre information que ça. Donc c'est même quand la vulnérabilité, elle est notée à ce moment-là, au tout début de la procédure, disons que les conséquences restent quand même très limitées sur la suite de la procédure d'asile. Ensuite, quand on observe la façon dont va se passer la procédure d'asile en première instance pour une femme victime de violences de genre, on a de multiples problèmes qui interviennent au moment de l'entretien de la demande d'asile. Un des premiers problèmes qu'on observe, c'est la personne qui fait l'entretien et la personne qui fournit l'interprétation pendant l'entretien. Donc, vous savez sûrement que dans le droit européen, on est censé avoir accès, si on en fait la demande, à un officier ou un interprète du même sexe. En Grèce, c'est quelque chose qui n'est absolument pas garanti. Et ça, ça a vraiment des conséquences sur la façon dont va se dérouler l'entretien pour une personne qui a été victime de violences de genre, parce qu'elle ne se sentira pas forcément en mesure de révéler les violences qu'elle a subies,
Et si en plus elle n'a pas été identifiée comme personne vulnérable a priori, donc avant l'entretien, il y a encore moins de chances qu'elle le révèle pendant l'entretien si l'interprète qui va interpréter pour elle est par exemple un homme. On a également des problèmes sur le fait que les interprètes très souvent appartiennent à la même communauté que la personne. Donc là, ça va s'ajouter aussi des problèmes de stigma, des problèmes de honte. Et donc la personne, nous en tout cas, c'est quelque chose qu'on a observé dans de très 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 nombreux cas, la personne ne va pas vouloir révéler les violences qu'elle a subies, notamment à cause de ça, et elle n'osera pas non plus demander à changer d'interprète. Et ça, c'est par exemple dans le témoignage de Aïcha que vous venez de visionner. Aïcha le dit, je n'ai pas voulu demander un autre interprète, parce qu'on sait aussi en Grèce que si on demande un autre interprète, l'entretien d'asile pourrait être décalé peut-être à 8 mois plus tard. Et pendant ces 8 mois, on sera toujours logé dans un camp de réfugiés, extrêmement isolé, au milieu de nulle part, sans accès à rien, sans accès aux associations, sans accès au marché du travail, sans accès à des médecins, sans accès à des avocats, ou en tout cas d'accès extrêmement difficile. Donc il y a aussi beaucoup de personnes qui savent qu'elles peuvent demander un interprète du même sexe ou un officier d'asile de même sexe, mais qui ne le font pas par crainte de voir leur procédure extrêmement retardée dans le temps, et elles ont tellement peur de rester dans le camp de réfugiés pendant des mois et des mois qu'elles n'en font pas la demande. Une autre problématique qui est toujours liée à l'interprétation, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup en Grèce et qui est l'interprétation en 3 étapes, voire en 4 étapes. Puisqu'on a une langue qui est la langue grecque, parfois des interprètes qui ne parlent pas grec, qui vont parler anglais, parfois des interprètes qui vont parler des langues extrêmement rares, mais pas le grec. Donc on a des interprétations à la chaîne et parfois on a plusieurs interprètes qui interprètent en même temps. Donc on va avoir un interprète qui va interpréter dans une langue extrêmement rare, un dialecte par exemple, vers l'anglais, puis un deuxième interprète qui va faire anglais-grec. Et donc évidemment, plus il y a d'interprètes, plus on perd de détails et de cohérence dans le récit qui est fait par la personne qui demande l'asile. Donc ça peut sembler anecdotique, mais en Grèce, c'est assez fréquent et c'est vraiment très problématique. Un autre problème qu'on peut observer pendant les entretiens d'asile, c'est évidemment la perspective de genre. C'est quelque chose qui, en Grèce, n'est pas très développé. Et encore une fois, ça n'est pas une question de cadre juridique. Il y a de multiples conventions, il y a des décisions de jurisprudence qui expliquent exactement comment faire, mais en pratique, ça n'est toujours pas le cas. Donc la sensibilité au genre ou la perspective genrée, elle peut aussi se manifester par les formations qui vont être données au personnel qui va faire l'entretien. C'est la connaissance de ce que sont les violences de genre, du fait que les violences de genre, elles peuvent se multiplier. Et généralement, c'est un continuum de violences. Ça n'arrive pas une seule fois, ça arrive à de multiples reprises. Ce sont des violences qui peuvent provoquer le départ, qui peuvent arriver sur la route, qui peuvent aussi arriver dans le camp de réfugiés, où les personnes vont être hébergées dans des conditions très insalubres. Donc tout ça, c'est une question de sensibilité aux problématiques de genre et de violence de genre. Et il y a un vrai manque de formation à ce sujet en Grèce, en tout cas à notre avis, dans l'association. Il y a également, dans la façon dont on mène les entretiens, tout le contexte matériel de l'entretien. Le contexte matériel, c'est le lieu où l'entretien va se dérouler, la façon dont l'entretien va se dérouler et, disons, l'environnement immédiat. Donc en Grèce, comme dans plein de pays européens, moi je le sais par exemple plus pour la France puisque je suis française, mais j'imagine qu'en Belgique ça arrive aussi, depuis le Covid, on digitalise tout. Et pour l'entretien, ça veut dire des entretiens faits à distance. Donc aujourd'hui, en Grèce, la pratique, ce sont des entretiens à distance et les entretiens en personne sont en train de devenir des exceptions qui sont de plus en plus rares. Donc on a des entretiens qui sont faits à distance. On a une personne demandeuse d'asile, en l'occurrence une femme victime de violences de genre, qui est dans le camp dans lequel elle réside, dans un isobox, avec ou sans son conseil, avec ou sans son avocat, qui se connecte en ligne avec un officier de l'asile et un interprète. Et là, il y a de multiples problèmes qui généralement arrivent. Le premier, c'est la connexion Internet qui est très mauvaise, donc il y a de multiples coupures. Et ça, pour un récit d'asile, notamment quand il y a de multiples incidents de violence, ça n'est pas acceptable.
Il n'est pas acceptable d'avoir des interruptions multiples au cours d'un entretien qui va durer 2 heures parce qu'il n'y a pas une connexion Internet suffisamment puissante. Une autre problématique qui peut arriver, c'est que évidemment au niveau acoustique, on a une acoustique qui ne se prête absolument pas à la révélation de violences de genre extrêmement traumatiques, notamment si ces violences se perpétuent dans le camp. Si la personne est toujours victime de violences dans le camp dans lequel elle réside et on lui demande de révéler ça avec la webcam à un officier qu'elle n'a jamais vu, qui potentiellement n'a pas un sexe féminin, tout ça dans un container qui n'est pas isolé au niveau acoustique. Ça signifie que n'importe qui peut entendre ce que cette personne est en train de dire. Donc là, évidemment, ça pour, disons, des questions de confidentialité, ça n'est absolument pas approprié à des dossiers de violence de genre. Une autre, évidemment, on pourrait parler de justement ce contexte matériel, là encore pendant des heures, mais on n'a pas des heures devant nous. Donc je vais m'arrêter là sur cette problématique-là. On a aussi un problème qui est lié au type de questions qui sont posées pendant les entretiens. Donc ça, c'est évidemment très lié à ce que j'ai déjà évoqué, qui est la perspective de genre disons, les autorités de l'asile en Grèce, mais on a aussi une manifestation de ce manque de connaissances dans les questions qui sont posées par les officiers de l'asile, parce qu'on a souvent des questions qui sont très mal posées, voire pas posées du tout. Donc on va avoir une femme qui va révéler un incident de violence de genre pendant son entretien d'asile. Et là, normalement, si on suit le cadre juridique qui existe, l'officier devrait continuer avec des questions qu'on appelle des questions de clarification. Nous, ce qu'on observe, c'est que ça n'arrive quasiment jamais. C'est-à-dire qu'on a une femme qui va révéler avoir été victime d'excision ou de viol ou d'exploitation sexuelle, et j'en passe, et en fait, ça s'arrête là. L'officier ne va pas poser davantage de questions à cette femme. Il ne va pas explorer ces incidents. Et donc, cette femme n'aura même pas vraiment l'occasion de donner plus de détails sur ce qui a bien pu se passer et qui est pourtant un motif de persécution qui ouvre droit à protection. Mais on va même pas lui poser la question, ou alors on va pas lui poser les bonnes questions. Et donc ça, c'est vraiment très problématique et c'est quelque chose auquel nous, on est confrontés très souvent dans l'association parce qu'on a accès aux minutes des entretiens dans le cadre des procédures que l'on suit. Donc on se rend bien compte en lisant les questions que ça n'a aucun sens. La façon dont l'entretien a été mené, ça démontre un manque de connaissance de l'officier sur les conditions dans le pays d'origine, un manque de compréhension de ce que sont les violences de genre et la forme qu'elles peuvent prendre, et aussi un manque de connaissance de la façon dont on va gérer un entretien dans lequel une femme va révéler un événement extrêmement traumatique. Et enfin, la dernière chose qui impacte très très fortement les entretiens d'asile, ce sont les biais cognitifs et la culture de la suspicion et le racisme, parce que évidemment, les entretiens d'asile ne sont pas déconnectés de la société dans laquelle on vit. Les officiers qui travaillent pour les autorités grecques de l'asile, ils sont eux aussi impactés par les biais qui impactent notre société dans son ensemble. Et donc, évidemment, tout ça, ça crée une culture de la suspicion, une culture une idée que la personne ment, en fait. Soit elle ment, soit elle aggrave, elle exagère, en fait, les violences dont elle a été victime. Et donc, en fait, les officiers eux-mêmes, ils sont un peu les vecteurs de ça. Et tant qu'on n'aura pas traité ce problème-là dans nos sociétés, et en particulier au sein même des autorités de l'asile, par la formation et par la sensibilisation, ce problème-là, il se reproduira toujours. Enfin, la dernière chose que je voulais aborder justement sur la façon dont on gère les entretiens, c'est aussi qu'en Grèce, très souvent, ça n'est pas la même personne qui fait l'entretien et la même personne qui donne la décision. Donc très souvent en Grèce, l'entretien il va être mené par un agent de l'Agence européenne de l'asile qui va mener le ou les entretiens, mais c'est une autre personne qui va prendre la décision. La décision, elle va très souvent se faire sur dossier par un agent du Greek Asylum Service, le service d'asile grec, qui n'a pas rencontré la personne. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement problématique, notamment pour les dossiers comme les dossiers de violence de genre. In fine, tout ça signifie qu'il est assez rare qu'une personne soit protégée
dès la première instance, donc dès les premières étapes de sa procédure d'asile, donc les étapes qui sont non contentieuses. Et en plus, on a des problématiques de retraumatisation, puisque tout ça force une personne à révéler dans des conditions qui ne sont pas appropriées des choses qui sont extrêmement traumatisantes pour elle. En plus, avec en face d'elle quelqu'un qui n'est pas physiquement là, qui va être derrière un écran, et qui potentiellement ne va pas la croire et va lui montrer qu'il ne la croit pas. Donc tout ça, c'est extrêmement retraumatisant. Et en plus, comme je l'ai mentionné au début, le taux de succès en première instance, il est assez faible, en tout cas dans notre expérience. Si maintenant on regarde la façon dont chaque incident de violence de genre est traité par les autorités de l'asile en Grèce, nous, justement, sur la base de cet examen de 82 dossiers de femmes victimes de violences de genre soutenus par l'association, on a remarqué des choses qui reviennent dans plein de dossiers similaires. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je vais aussi laisser du temps à Dimitra et aussi parce que c'est un très, très long sujet. Mais par exemple, l'un des principaux obstacles à la protection, c'est qu'on va reprocher à la personne de ne pas être crédible. On va lui reprocher des trous, des illogismes, un manque de détails, ou enfin, on va lui reprocher d'avoir partagé un récit qui ne semble pas avoir été vécu. Ça, c'est une justification qu'on rencontre très souvent dans les décisions par les autorités de l'asile pour des dossiers de violence de genre. Un récit qui ne semble pas avoir été vécu. Donc, on mesure quand même la violence de ces propos dans une décision des autorités de l'asile pour quelqu'un qui a partagé une ou plusieurs expériences de violence extrêmement traumatisantes. Donc, on va lui dire qu'on ne la croit pas, qu'elle n'a pas donné suffisamment de détails, mais en même temps, on n'a pas suffisamment de questions pendant l'entretien. Donc là, il y a quelque chose de profondément paradoxal. On ne pose pas suffisamment de questions et ensuite on reproche l'absence de détails. Et ça, c'est une justification qu'on rencontre tout le temps dans énormément de dossiers. Une autre justification qu'on rencontre souvent dans des décisions de rejet de demande d'asile, c'est que la violence ou les violences qui sont relatées ne sont pas suffisamment graves. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent. Je vous donne un exemple. On a 2 sœurs pakistanaises. L'une arrive en Grèce mineure, 17 ans. La deuxième arrive en même temps, puisqu'elles sont ensemble, et elle a 19 ans. Les 2 sœurs, leur dossier d'asile, leur demande d'asile est fondée sur le fait qu'elles sont à risque de mariage forcé par leur famille. Et donc, c'est la raison pour laquelle elles ont quitté le Pakistan. La première sœur, qui a 17 ans et qui est mineure, on lui octroie l'asile. Dans son cas, cette crainte est suffisante. La deuxième sœur, qui a 19 ans, voit sa demande d'asile refusée au motif que ce risque de mariage forcé, dans son cas, n'est pas suffisant. Elles ont demandé l'asile ensemble. Mais on a 2 traitements complètement différents du même motif de demande d'asile. L'un est considéré suffisamment grave, l'autre est considéré pas suffisamment grave. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, y compris pour des violences de genre qui sont quand même assez graves, à mon humble avis. Une autre justification qu'on trouve souvent dans les décisions de rejet, notamment pour les mariages forcés, c'est que le risque, ou en tout cas la violence qui est invoquée par la personne, relèverait de la sphère privée. Dans le cadre d'un mariage forcé, y compris dans des sociétés où le mariage forcé est une pratique extrêmement courante, extrêmement répandue, qui est fort bien documentée dans les rapports sur les conditions d'origine, est quand même assez choquant qu'une autorité de l'asile qualifie ça d'incident relevant de la sphère privée. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les décisions de rejet en Grèce. Une autre justification qu'on trouve très souvent... C'est pas la preuve de paiement des... Ouais, tu fais servir. Une autre justification qu'on retrouve très souvent, c'est notamment dans les dossiers de mutilation génitale féminine, c'est que la violence ne se reproduira pas en cas de retour. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans des dossiers d'excision, où on va dire à une femme qui a été excisée 8 fois, et ça c'est un vrai dossier, qu'en fait, elle ne risque rien. Parce que si elle rentre, il n'y aura pas d'autres événements d'excision dans sa vie, alors même que cette femme vient de raconter avoir été excisée 8 fois à différentes étapes de sa vie de femme, évidemment à l'adolescence, mais également la nuit de son mariage,
ensuite quand elle est accouchée de son premier enfant, puis de son deuxième, puis de son troisième, etc. Mais on lui dit, il n'y aura pas d'autres excisions en cas de retour. Donc ça, évidemment, c'est un manque de connaissance de la violence de genre qui se manifeste de cette façon. Et un autre motif de rejet qui est extrêmement commun, c'est que la personne aurait pu demander une protection dans son pays d'origine. Ça, c'est un grand classique. Et évidemment, c'est d'une hypocrisie totale parce qu'on sait très bien que les violences de genre, elles sont très difficiles à prouver et que les autorités étatiques, la police, etc., ne sont pas forcément des alliés. C'est déjà pas le cas en Europe, donc c'est d'une hypocrisie totale d'attendre d'une femme qui vient de la Somalie puisse en fait se réfugier dans une autre région de son pays d'origine parce que elle y trouverait une protection ou un soutien de la part de la police, du secteur médical, etc. Donc ça, sans en dire trop, ce sont les motifs les plus communs de rejet. Et je vais m'arrêter là pour que Dimitra ait aussi un peu de temps, mais n'hésitez pas à poser des questions ensuite dans la dernière partie du webinaire. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Yente, je voulais te dire, on avait prévu les sous-titres en anglais. Je ne les vois nulle part. Je ne les ai pas vus en français. C'était pas trop grave, mais je ne sais pas si on peut, pour les personnes qui le souhaitent, pouvoir suivre les sous-titres en anglais. Normalement, j'ai changé la langue maintenant vers Ok, l'anglais. ok, Donc, le français va être un peu plus mauvais, mais normalement, ça va fonctionner. ok, Normally, there will be subtitles in English now. ok. So, Dimitra, the floor is yours. Est-ce Thank qu'on you peut very couper de tout le reste, s'il vous plaît, dans la salle, tout le public, s'il peut couper les micros? I don't know if this was something that I need to know as well, this comment. I don't know. Okay. No. So I tried my best with my little friends to follow Juliette in her presentation. Thank you very much, your coalition, first of all, and Equal Legal Aid, for giving me the opportunity to participate in this webinar. My name is Dimitra Latsiou. I am a lawyer in Greece and in Thessaloniki, more specifically. I'm working with the Otima Center. The Otima Center, just a few words, it's a Greek NGO specialized in gender-based violence. It exists since 1989, and the last 10 years, about 10 years, has been offering services also to refugee and asylum seeker population. Among the services we provide, we also provide psychosocial support, case management, and legal aid to survivors of gender-based violence, whether they are Greeks usually of limited income that do not have the possibility to hire a private lawyer or a private psychologist, migrants and refugees and asylum seekers as well. Unfortunately, you already know this. Last year, there was a huge cut down in funding the programs that relate with asylum seekers and refugees. And this had a big toll on our organization as well, because we had to cut down a lot of these services that were targeted for refugee and asylum seeker population. However, we continue with it again. Now, trying to, from my side, to give a more general image of the situation of human rights for women mostly and LGBTQI plus people, victims of gender-based violence, I would say that the most serious issue at the moment is that there are not, or at least there are not enough specialized services for refugees and asylum seekers here in Greece. During the last 4 to 5 years, the Greek government and the Ministry of Migration and Asylum has been taking over all the services that were
that were targeting this population. This meaning that the camps do not accommodate anymore any organizations that offer this kind of services. However, this taking over didn't mean that there are actually the services provided by the public services. At the moment, there is only one medical actor, public medical actor, inside every facility, every camp. Of course, you realize that it's understaffed, not able to provide actual services to the population in general, and more specifically to victims of gender-based violence and other vulnerable asylum seekers. So what we are left with are the general services that exist in Greece for survivors of gender-based violence, which are not enough as well. So what do we have? Mainly, we have a national hotline. It's a 24-hour, 7 days per week hotline that offers psychological support and guidance to those who call. It can be either the victims of gender-based violence or some friends, some relative who want some guidance. They support refugee and migrant women as well. However, there is the huge obstacle of language, as you can understand, because interpretation services are not available at the moment, but only after appointment. And this appointment could be after a lot of days, which can be critical when a woman is in need of immediate support. What else exists? We have 44 counseling centers here in Greece for women, victims of gender-based violence. They are located to the main cities of Greece, and all women, including refugee and migrant women, can seek for support there. What do they provide? They provide psychosocial support and legal counseling, not legal representation. This is also a huge gap for all women victims of gender-based violence here in Greece. Also, they can offer, through referral to some safe shelters, temporary accommodation. So, unfortunately, those shelters that exist are a little bit over 20 shelters all around Greece, and these shelters are supposed to cover the needs of all women, Greeks, migrant, refugees, asylum seekers who seek accommodation there. There are further obstacles, which are the fact that women with mental health issues are not most of the times accepted for accommodation, and women with children, boys above the age of 12 years old, are also excluded. I'm just saying these gaps and difficulties because we need to think of them when they apply to the relation, to the refugee population, that these difficulties become even bigger and often bigger. Of course, the barrier of language is always a barrier concerning every service that exists, because the interpretation provided by the public services is very, very limited, and most of the times the women that address to the public services need to take care of their interpretation as well, of their right to be able to communicate their needs. We also, of the main services that we have here in Greece, there is also the national referral mechanism for victims of trafficking. However, this is a coordinating mechanism which mostly monitors the stages of a victim's protection, from the detection and identification that can take place anywhere, to the borders, to a camp, to a facility, during the asylum procedure at any point that they are here in Greece, until the provision of services. However, there are also not, at the moment,
not specialized services for victims of trafficking here in Greece. So this mechanism monitors only in action the procedure of identification of these victims of trafficking, which is also very problematic because in Greece, unlike many other European countries, and I would like to hear afterwards what is happening in your country, here in Greece, the identification procedure for victims of trafficking, in order to get this order decision, here in us, it's like a decision, it's provided by the prosecutor's office, which is an irony because prosecutors' offices are responsible for the persecution of perpetrators when the victims want to testify in front of the authorities, want to follow this legal route, want to cooperate with the authorities. In cases where they don't want to cooperate with the persecuting authorities, unfortunately, they also need to apply to the prosecutor in order to get this identification decision. And this causes a lot of problem. Now, another really huge practical issue problem that survivors of gender-based violence face at the moment in Greece is the whole housing crisis that exists and homelessness. Since the end of 2022, that there was a decentralized housing program from the ministry for asylum seekers and refugees, and vulnerable asylum seekers had the right to stay in houses in big cities in order to have access to the main services that they needed. At the moment, the only housing option, first of all, for asylum seekers are the camps, the facilities, which are often placed, as you get really well presented before, to outside of the main cities with no transportation for these cities in order to receive any kind of service, even to a hospital, even go to a public hospital. There is no transportation for the vulnerable people that need medical care at the moment. They need to take care of their transportation if they need any kind of services. So the only option is the camps and the facilities. There is no housing program at the moment. And when the asylum procedure is completed, either with a positive decision granting them some status of international protection, either with a rejecting decision, rejecting their asylum claim, they need to leave the facility in 30 days from receiving the decision. So when you are a recognized refugee, for example, let's take this case, you have no housing option in Greece, no support for your accommodation 30 days after you receive your decision. In the same time, all the reception benefits, including this little amount of money that you were receiving, including even food, is immediately stopped after you receive your decision. Why is this so important? Because at the same time, there are no integration services and policies right now in Greece. The only program existing is a program called Helios that is run by IOM. However, very few people meet the criteria in order to enter this program and receive support for accommodation, first of all. And this means that most recognized refugees are immediately homeless after they receive the decision. And this is why none of them wants to stay in Greece, among other reasons. But this is a very important reason. They try to book airplane tickets to leave Greece as soon as they receive their documents. And there is not an exception even for vulnerable asylum seekers and refugees, even for victims of violence. Everyone has to leave. Now,
Juliette mentioned a little bit, we understand that for victims of gender-based violence, the precarious conditions and the limited accessibility to services when staying in a camp leads to further victimization by old or new perpetrators. Now, what else? Also, the women who do not have the ability to leave the country are found homeless, having to live sometimes in parks, in abandoned buildings, on the street, which also leads to new dangers for them. And sometimes, and this is unfortunately a very sad phenomenon that happens here in Greece, these women end up victims of sexual exploitation in order to survive, and to be able to feed their children if we are talking about single-parent families. Now, what else is really important? Of course, for these women, for refugee women and asylum seekers, there is limited access to contraception, safe abortion, and post-rape medical care, because in northern Greece, there is only one hospital that is located here in Thessaloniki that offers special medical care for victims of rape and victims of sexual violence in general. And in any case that a woman wants to seek for an abortion, a legal abortion during the period she is allowed to have to, usually she misses this time frame because she could not properly express her request to a Greek hospital, or because the hospital refused to satisfy her request for an abortion. Now, as we said before, it is a huge problem that during the last 3 years, and especially last year, 2025, most of the NGOs providing services to asylum seekers and refugees have shut down programs, whole programs, and closed their services because they could no longer have the capacity to offer their services. And practically at the moment, the asylum seekers staying in camps have no access to the services that they need. I mean, Equal Legal Aid, which is at the moment the only organization in northern Greece that offers legal support during asylum procedures from first instance, from registration until court representation. They are the only organization for whole northern Greece, for all those asylum seekers staying there. You can understand that they wouldn't be able to cover the needs, even if, I don't know, if they were superhumans. Also, our services, for example, here in Thessaloniki, the OTIMA has 2 units, me and one more colleague, that offer representation before courts for victims of gender-based violence. And I told you, this includes Greeks, migrants, and refugee women. It's a joke to say that because we exist, that the services are enough for northern Greece. They are far from enough. What else? Now, I don't know, I would like to expand more on some more specific aspects, but I would like to see what you need to hear from me and from us. So, in general, closing this brief presentation about what's happening in Greece, I would like to mention that the main issue, the main gap at the moment is the lack of services. The services for victims of gender-based violence are far from enough. They are very, very few. We are not able to provide the support that these people need.
the access to the existing services is unequal because of the cultural and language barriers that exist for this population, for asylum seekers and refugees. And the system in general is not friendly for refugees and asylum seekers. Another very important issue that I forgot to mention is that, and I'm closing with this, women's victims of gender-based violence, women with children that either come as a single parent family from their country of origin or become a single parent family here in Greece because, for example, they were subjected to domestic violence by their partner or their husband, and they were removed far away from the perpetrator to another camp, another facility, or to a specialized center. These women offer huge obstacles because, according to the Greek family law, they need to prove that they have the complete custody and responsibility for their children. This is a huge obstacle because in order to do this, most of the times they need access to the Greek courts, they need representation in front of the Greek courts in order to claim the custody of their children. Otherwise, they cannot even subscribe their children to a new school without the permission of the perpetrator of domestic violence. Not to mention that they are not able to issue any document needed for their children, including travel documents, for example, without the permission of the father and perpetrator of the violence, and taking into concern that the legal aid is very, very limited, and their only option is to either to hire a private lawyer or apply for the free state legal aid that exists, that most of the time also they don't meet the criteria, which is here in Thessaloniki, for example, you have to submit a tax declaration before being able to apply for the free state legal aid for courts, which is a joke because these women don't have access to other services. They're not able to file a tax declaration. And of course, there is the barrier that exists everywhere of the language. Even if you manage to get a free state lawyer, no one provides you a free interpreter in order to communicate with this lawyer. So this is also a very huge issue. And closing with this, the floor is yours to ask us anything you want. Thank you for your patience with my English. Thank you very much, Dimitra. Je vois déjà qu'il y a des... voilà, non, je ne sais pas. Je voyais des petites mains, mais c'était des mains qui applaudissent, ce n'étaient pas des mains qui posaient des questions. Donc, voilà, vous avez tout le loisir de poser les questions que vous voulez. Donc, signalez-vous, s'il vous plaît. Bon, j'ai pas levé la main, mais je veux bien poser une question. Bonjour, Isabelle. Isabelle Carle. Alors, vous nous avez fait, merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez fait une présentation vraiment très complète de la situation et de tous les obstacles. Alors, j'avais deux questions. D'une part, une question qui concerne le soutien que vous leur apportez. À quel stade vous intervenez? Est-ce que, par exemple, vous êtes présent lors du premier entretien avec les autorités ou pas? Et la deuxième question, c'est une question plus générale. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites du plaidoyer pour essayer d'améliorer la situation? Est-ce que vous avez des activités
politique? Est-ce que c'est possible? Voilà. Enfin, c'était surtout savoir comment vous faisiez remonter aussi toutes ces informations pour arriver à améliorer, si possible, la situation. Merci beaucoup. Juliette, Euh, sorry, oui. Dimitra, do you need some translation? I would prefer it for the questions, just not to miss anything, that if it's possible for you. Okay, maybe Juliette, can you translate? Yes. So Dimitra, the question was from Isabel was about what we do in our daily jobs at Diotima and Ella to support these women. So one side of the question was more for us if we are present during the interviews with the authorities during the asylum procedure. And the second question is for both of us, I guess. It's about any advocacy projects that we are trying to lead to change the situation in this specific topic. I can answer. Je peux répondre à la première Yes, partie de la vas-y. question. Je me permets parce que je sais que Diotima n'intervient pas en ce moment sur les procédures d'asile. Donc nous, en ce qui nous concerne, c'est très fréquent qu'on accompagne effectivement les personnes aux entretiens, en particulier les femmes victimes de violences de genre, particulièrement ces personnes-là, parce qu'on sait très bien que il y a de fortes chances que l'entretien se passe pas bien, qu'il y ait des facteurs qui rendent les choses encore plus difficiles. Et il faut qu'on essaye d'augmenter, disons, les chances qu'elles révèlent ces violences. Et souvent, comme il y a déjà une relation de confiance qui a été créée avec ces personnes, que parfois on accompagne pendant longtemps, notre présence peut aider, mais c'est pas une science exacte. Maintenant, comme Dimitra le disait et comme j'ai essayé de l'expliquer aussi, il y a 10 000 demandeurs d'asile en Grèce du Nord, il y a peu d'assauts. La Grèce du Nord, c'est la taille de la Belgique et du Luxembourg, donc c'est très grand. Il y a des entretiens qui se passent dans des camps qui sont très loin. Donc c'est pas facile d'assurer notre présence. Donc disons qu'on essaye d'être présent pour les entretiens où on sait que là la personne elle est vraiment très 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 vulnérable et on pense que notre présence peut la faire se sentir suffisamment en sécurité pour justement révéler ces violences que la personne a subies. Et du coup je vais enchaîner avec la deuxième question et ensuite je laisserai Dimitra nous expliquer. Nous, on essaye de faire effectivement un peu de plaidoyer, mais là encore, c'est compliqué. On a une petite asso, donc on a du mal à se démultiplier pour faire tout ça. Donc en termes de plaidoyer, là par exemple, je vous expliquais au tout début de la présentation qu'on est en train de travailler, de finaliser un rapport qui explique avec beaucoup plus de détails tout ce que je vais essayer de retranscrire aujourd'hui rapidement. Donc ce rapport, il va être publié bientôt. On participe aussi en 2026 à un nouveau projet, c'est la première fois qu'on le fait, qui est vraiment un projet de plaidoyer sur l'année, justement pour les femmes victimes de violences de genre. Et dans le cadre de ce projet-là, on va faire un rapport, comme on dit en anglais, un shadow report, un rapport, un rapport de l'ombre. Alternatif, oui. Oui, à Grevio, justement pour dénoncer tous ces manquements en Grèce, justement aux droits des femmes de ces femmes, pour ne pas dire droits de l'homme de ces femmes. Donc voilà, un rapport spécifique à Grevio. Là tout de suite un autre rapport qui documente, qui retranscrit un petit peu tout ça, tout ce qu'on voit nous dans les procédures. Et après il y a le contentieux stratégique. Donc nous par exemple en tant qu'association qui fait de l'assistance, de la représentation en justice, on a beaucoup de dossiers qui sont pendants devant les cours et on espère obtenir des décisions plus protectrices justement par des juges grecs pour faire changer un petit peu les pratiques, y compris aux premières étapes de la procédure. Mais évidemment, tout ça, ça va être un très très long travail. Et tant qu'il n'y aura pas de financement sur le terrain, rien ne peut changer. Je veux dire que là, par exemple, en Grèce du Nord, il y a Diotima, Dimitra ici présente, nous, l'association Ella que je représente, mais c'est tout. Le HCR n'est plus présent, ils ont fermé leur bureau en juin. Il y a très très peu d'assauts, il y a très peu de structures spécialisées, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de financement pour du plaidoyer. Tant qu'on n'aura pas réouvert les robinets
à euros, on pourra rien faire. L'argent, c'est le nerf de la guerre et il n'y en a pas. Et si seulement il y avait une volonté politique, mais c'est l'absence totale de volonté politique, c'est la négation de toute volonté politique de faire changer quoi que ce soit. Donc, dans ce contexte, on se bat, on fait tous le max, mais c'est vraiment peu de choses, quoi. Donc, c'est très frustrant. Au quotidien, c'est vraiment très, très, très frustrant. Et je laisse la parole à Dimitra. Merci. So, now, in our office here in Thessaloniki, currently we are providing for women survivors of gender-based violence psychological support. First of all, we have a psychologist, case management. We have a case manager, a social worker that offers, for example, safe exit plans or support to enter a shelter, a safe shelter for women victims of violence. And as the lawyers, we offer free legal counseling and representation before civil and penal courts. Until last year, we were also offering support during the asylum procedure by escorting in asylum interviews, registration, and everything. But unfortunately, this program ended last year. So at the moment, we can offer only representation before civil and penal courts for these women. And concerning the issue of advocacy, the OTIMA organization has a lot of actions of advocacy. They also, my colleagues in Athens, also participate in Grevio when they come over for their visits in Greece to see about the situation of victims of gender-based violence. And they participate to any initiative that concerns issues of substantive equality or the rights of women, and especially women victims of gender-based violence. A really huge issue for all women victims of gender-based violence in Greece at the moment is the not so new now, but it's new for us, the new family law that was voted in 2021. Changes that have taken place, unfortunately set a lot of obstacles for women victims of domestic violence that want to escape this abusive environment. And a lot of the articles of the new law are against the Istanbul Convention and what it says about the rights of communication and custody of a perpetrator of domestic violence. This is a really huge issue that we are raising at the moment. And in general, we try with our capacity to be present to all issues that are raised, especially in this context that Juliette also described, with this government that is straight against refugee population and straight against women, I will say as well. And the policies, unfortunately, the new laws and everything take back guaranteed human rights for over 50 years here in Greece. This is really worrying for any person that puts itself on the fight for human rights right now in Greece. It's really alarming, the situation, because every year we see more and more human rights taken back. Thank you very much. Je vois deux questions. Est-ce que vous collaborez avec les organisations féministes en Grèce et savez-vous pourquoi le HCR est parti? So for you, Dimitra, there are two questions. Do you collaborate with feminist organization in Greece? First question, and the second one is if you know the reason why UNHCR is left. Juliette, do you want to start?
or me. Unfortunately, we don't have a coalition like you do, which I find personally a very, very nice and necessary initiative in those times, because the situation in Greece is not does not only is not only in Greece. Whole Europe is facing this kind of issues the last years. We cooperate with them, with the other existing NGOs, the feminist NGOs, but most thematically for initiatives like the one I'm saying for family law, or previous ones, for example, for the issue of consent to be included in the crime of rape. We cooperate, but mostly on terms of initiatives, certain initiatives. But a more general cooperation wouldn't be a bad idea, to tell you the truth. And the second part of your question, was it? If you know the reason why UNHCR left North No. Greece. What we know was, and you probably already know, is the huge cut down of funds, of global funds of UNHCR, that started with USA cutting down the funding to UNHCR, that had an effect also on the programs that were running in Greece for the last 10 years. I mean, what we know is that UNHCR, with the new budget they had to cut down some services, and they cut down the existing programs in Greece. I was working in such a program for 10 years. So my position in this program was also cut last year. Okay, thank you. That's what I know. Quelqu'un d'autre veut poser une question ou réagir? I do have a question. I don't know how to raise my hand, so I will just jump Okay. in. Hi, Juliette and Dimitra. Thanks for your explanation here. You really described the heartbreaking reality of a complete lack of acknowledgement of the rights of asylum seekers in Greece, and especially of women and victims of gender-based violence. And Dimitra, you mentioned that people who are recognized as refugees, so you could say already the lucky ones, they try to leave Greece as fast as possible, since, for example, they don't have access to any housing or access to any other support. And then they possibly come to countries like Belgium. And now these countries like Belgium, they are sending people back based on the Dublin procedure. Saying that there is sufficient support in Greece, that they are recognized there and they should stay there. I personally have some friends who are going through this right now. So they built a life in Belgium. They are here for a few years, and now they got a decision that they will have to go back to Greece. And to me, it really seems like they're just like they have to go back to the start. You know, if you start playing Monopoly and you finally get somewhere, and then they have to just go all the way back. And I was wondering, have you two been confronted with people that you were able to help in Greece, and then they went somewhere else, and now they are back in Greece, back in the same problems? And how do you think you deal with that, and we should deal with this issue, that people are just being sent back to Greece and are left with no support and are forced to live back on the streets? How do you think we should manage this issue? I don't know, Dimitra, if you want to react. You can start, and I will continue after. Ok. Alors, on a une demande dans le chat d'avoir les réponses en français. Alors, nous, à Ella, oui, on a eu une personne qui avait été assistée par quelqu'un, par un bénévole, en réalité, de l'association il y a quelques années, qui était ensuite allé en Allemagne
et cette personne a fait une demande d'asile en Allemagne et finalement elle a été elle a été renvoyée en Grèce. C'est vraiment très très compliqué. Je pense que la première des choses à faire, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Nous, on a eu des demandes en ce sens d'autres structures, principalement en Allemagne, qui est pour le moment le pays qui renvoie le plus de demandeurs d'asile qui ont un statut en Grèce, demandeurs d'asile en Allemagne qui ont un statut en Grèce, un statut de réfugié en Grèce. Donc, on s'est rencontrés avec certaines assos en Allemagne, justement pour leur donner des billes, en fait, pour construire les dossiers des avocats pour s'opposer au retour. Parce que des billes, on en a. Il y en a beaucoup. La situation en Grèce, elle est extrêmement bien documentée. On a quand même toutes les informations disponibles sur les conditions d'accueil, les procédures d'asile, ce qui se passe en matière d'intégration, accès au marché du travail, discrimination, racisme, etc. Tout ça est très bien documenté. Et donc, il faut le rendre accessible en dehors de la Grèce, à la société civile des autres pays européens où les personnes sont à risque d'être envoyées. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense que c'est la première des choses à faire. Et nous, on est toujours disponible pour ça en Grèce, pour collaborer avec d'autres structures, faire des webinaires comme on est en train de le faire aujourd'hui. On essaye à notre humble niveau, avec les capacités, les ressources qu'on a, de documenter les choses et d'avoir des rapports fréquents. On essaye aussi d'avoir des lettres conjointes fréquentes. Donc, il y a quand même beaucoup de choses et je vous invite, si vous êtes un jour confronté à une situation comme celle-là, à consulter les sites, par exemple le nôtre de site internet, parce qu'il y a des lettres conjointes de la société civile grecque assez fréquentes pour documenter, par exemple, les campagnes d'expulsion dans les camps de réfugiés, le fait qu'il n'y a pas de soutien financier distribué aux demandeurs d'asile, le fait qu'il n'y a pas d'accès aux soins médicaux, le fait qu'il n'y a pas d'interprète, le fait que les procédures d'asile sont complètement noyautées d'avance. Et après, il faut faire du plaidoyer plus politique. Et là, évidemment, ça sort complètement de notre domaine de compétences. Ça, c'est quelque chose que nous, à ELA, on n'est pas capable de faire. On est très petite. On n'a pas du tout l'historique. On est une asso jeune, on a 6 ans. On n'est pas du tout en mesure de le faire. Mais là, il y a vraiment du plaidoyer dans les autres pays européens, non pas en Grèce. Je sais, par exemple, qu'il y a eu une grosse action de plaidoyer en Belgique après la publication du rapport justement, qui décrétait qu'en fait la situation était tout à fait correcte en Grèce. Et il citait notamment des associations actives en Grèce en leur, en leur faisant dire ce qu'elles n'ont jamais dit. Et là, il y a une forte mobilisation de ces structures en Grèce qui ont écrit au gouvernement belge en leur disant mais nous, on n'a jamais dit ça, donc vous nous retirez tout de suite de votre rapport. Bon, ils ont retiré le rapport, donc ça a marché, mais ensuite ils ont republié un autre rapport. Donc, bon, disons que c'est un résultat neutre, c'est ni positif ni négatif. Mais bon, je salue quand même la capacité de réaction des assos grecs qui sont vraiment montés au créneau tout de suite. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action de plaidoyer à faire, plus niveau politique? Là, par exemple, nous, la semaine prochaine, on va rencontrer des diplomates à Athènes. Donc, je suis invitée à une réunion de travail avec d'autres assos qui va se passer à l'ambassade des Pays-Bas avec d'autres diplomates européens. Et l'idée, c'est justement de parler de tout ça et d'utiliser la voie de la diplomatie intereuropéenne pour faire passer des messages. Je ne sais pas si ça va marcher, c'est une tentative. Moi, j'ai jamais participé à une réunion de ce type, donc je ne sais pas encore. J'espère qu'il y aura des retombées positives. Dimitra, the floor is yours. You're muted. Dimitra? You're muted, Dimitra. We cannot hear you. Yes, I'm sorry, my laptop stuck and I couldn't press unmute or anything else. I was trying to do this, sorry. So, unfortunately, I can think of a lot of examples of women that were offered our services during the years, and when they completed their asylum procedure, tried to seek their future to another country, and Belgium and Germany are always their favorite countries, just know this. So when we are aware of this,
as lawyers, I mean, that they're planning to seek for international protection after Greece elsewhere. Of course, we explain to them the situation and that there is a huge risk that they will be rejected on the basis that Greek is the first asylum country, so they need to return there. We explain to them that there is a huge risk, but if they want to take it, we prepare them as good as possible, as well as possible, in order to present why Greece is not a safe place for them and their children, because of the situation that we described. That could be more specific in some cases, because a lot of these women have fled away from perpetrators, their husbands or partners, that still chase them after 1 or 2 or 3 years. So they need to report the attacks all the time to the police. And usually, after a lot of reports, none of the courts had taken place over 2 or 3 years. So these women practically were left without protection all this time, because the perpetrator kept on attacking them all this time. So we try to prepare them for this. However, because this is a central political decision, if a country is going to keep asylum seekers that come from Greece or not, sometimes they are rejected and returned back to Greece. We also have these examples. So they start from zero, as you said, here in Greece. Another woman, for example, that stays in Belgium at the moment, after she was rejected on the basis that she can return back to Greece, where she is a recognized refugee, she found a job and she issued a work permit in order to be able to stay there with her children, because she said, I'm not ever returning to Greece. So it depends on the case, but I've heard of anything, of being accepted, of being returned, of finding another way to stay. Ok. Voilà. Je vois encore qu'il y a des questions là. Alors peut-être, Karine, je vais te demander de simplifier la question. Je ne suis pas très sûre de comprendre la première, à partir de quand un système. Si tu pouvais peut-être nous reclarifier cette question et poser une question à la fois, comme ça on peut aussi les traduire, s'il te plaît. On ne t'entend pas. Le son. Le micro est allumé, donc normalement, ça doit marcher, oui. Bon, peut-être qu'il y a un problème aussi de connexion, c'est possible. Bon, en attendant, on va peut-être essayer de répondre à la question suivante. On reviendra à la question de Karine après. Question de Séverine Michroux. Voilà. La réaction de la politique de la population grecque aux mesures politiques en cours. What's the reaction of the Greek population to the current political Oui, Karine a un problème de micro, donc elle vient sur mon PC pour poser sa question. D'accord, mais on va Oui, ça va? Ok, ça va. D'accord, d'abord Séverine, pardon. Oui. Juliette, do you want to say something because you've raised your hand? Yes, it's not urgent at all. Just regarding returns, I wanted to give you an update on the video that we watched. So the women in the video, in the end, after we did 3 procedures for asylum in Greece, 3 full procedures. It's 6 years of procedures with us. Everything was rejected. In the end, she found her son that had been taken from her when he was a baby, and she was herself like 19 years old, from a forced marriage, obviously. Her son was in France, French citizen. We did a last asylum procedure in Greece, and we asked for family reunification to France because she has very, very big health issues, and they were reunited in France. And then in France, she had an asylum procedure, and she had an interview that lasted 30 minutes, and she was rejected. So we are expecting her to be returned back. So, yeah. Anyway,
For the rest, I will let you, Dimitra, answer the question about the Greek population's reaction to these policies. I don't feel very legitimate to answer. But me, I can answer the last one, let's say, about facilitation. I leave you the rest. This is a whole new topic that needs a new discussion from the beginning. There is reaction from the Greek population. It's not that the Greek population in general agrees with these policies and they want them to be followed. There is reaction. However, this reaction is not shown anywhere, first of all. And secondly, it's not enough to stop these policies from being implemented or expanded or. We are talking about Greece, where 2 years ago, the shipwreck of Pylos, which was clearly not an accident, it was a clear criminal action from the Greek authorities against these people, one of the biggest shipwrecks over the last years that took place in Greek waters. So I'm just saying this to understand that how the government politically puts itself at the moment during this situation. No, we are waiting to see any appropriate persecution of the people who were responsible for the shipwreck, and not the refugees that were traveling with this, like we see most of the times. Like we see people who happened to drive the boats or the ships to be persecuted and enclosed in prison for tremendous periods of time. I mean, the penalties are huge for this kind of crimes, and we've never seen anyone responsible from the port authorities to be persecuted for what they do to these people. Some days ago, Israeli ships apprehended people who were in international waters outside Greece. I mean, you realize that this government has clearly a political view on all these issues. And also has criminalized not only has criminalized facilitation of illegal entering into Greece, any action of support that is given to people who are without documents, without legal documents here in Greece. Yes, this is crazy. Everything that we live could say it's crazy, only it's not, because it's reality. Some months ago, 8 months ago, the Minister of Migration and Asylum issued a declaration, not a law, not something binding legally, just a declaration that he ordered to be given to all asylum seekers in Greece, which was basically saying, if you don't go back to your country voluntarily, or if you do any crime here in Greece, we will lock you in jail forever, or we will send you back. Like a threat. He issued the document like he's the minister. He's the Minister of Migration and Asylum, and he just ordered this as if he was the king. For sure, we need more reaction from organizations and from every democratic citizen that wants to stop this situation, this deterioration of human rights. Juliette, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la criminalisation des ONG, Très très vite, parce qu'il y a encore la question de Karine. En fait, c'est bien tout le problème, c'est-à-dire que là, dans la question de Séverine, merci de l'avoir posée, c'est exactement ça. En fait, on ne sait pas. Donc, on a juste dans le texte de loi la facilitation du séjour illégal. Qu'est-ce que c'est la facilitation? Est-ce que c'est l'aide juridique? Est-ce que c'est l'aide médicale? Est-ce que c'est distribuer des repas? On ne sait pas, ça n'est pas défini dans le texte et c'est bien tout le problème parce que en fait, ça laisse un blanc-seing
aux autorités pour venir chercher les associations qui les dérangent, ou les activistes qui les dérangent, ou les salariés d'associations qui les dérangent. Et disons que moi, je suis raisonnablement optimiste dans le sens où il y a d'autres pays où on a vu le même type d'acte, peut-être pas dans une loi, mais par exemple en France, à Calais, il y a eu un arrêté préfectoral qui rendait passible de poursuites pénales, par exemple les distributions de repas. Ça a pris du temps, mais les assos l'ont fait retirer, l'ont fait annuler, cet arrêté préfectoral. Mais ça a pris des années de procédure. Donc moi, j'essaye de rester optimiste en me disant, bon, ça va peut-être arriver. L'autre chose qui pourrait arriver, c'est que dans la directive facilitation qui est en train d'être adoptée maintenant au niveau de l'Union européenne, normalement, il y a une clause humanitaire dedans. Si l'aide, elle est prodiguée sans intérêt économique, je fais une traduction dans ma tête de ce que j'ai lu en anglais, donc désolé, le vocabulaire est pas top. Si cette clause humanitaire, elle est maintenue dans le texte de l'Union européenne, ça signifiera que cette loi grecque contrevient à la directive européenne. Et donc là, on aura peut-être des munitions au niveau juridique pour faire quelque chose. Mais en attendant, on est tous à risque, et la justice grecque étant particulièrement lente, moi, par exemple, je sais que si quelqu'un de mon équipe était criminalisé, on obtiendrait gain de cause. Parce qu'on fait rien d'illégal. Mais ça prendrait peut-être 7 ans. Voilà. Et je m'arrête là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, Et il je reste laisse très peu Karine de temps. Alors, poser sa c'est question. Karine, oui, est-ce que tu posais Maintenant, vous brièvement ta m'entendez? question, s'il te plaît? Maintenant, vous m'entendez? Oui. Oui, ma question, c'est merci déjà à Dimitra et Juliette pour cette belle présentation. À partir de quand un système ne parvient-il plus à entendre les violences vécues par les femmes, même en respectant les procédures? Ça, c'est la première question. Je vais simplifier. Et la deuxième question, c'est quel rôle les assistants sociaux peuvent-ils jouer pour renforcer la crédibilité et la protection de ces victimes? Dimitra, do you want me to translate? No. If you want, just to be sure that I understood. Yes. So the first question from Karine is, when does a system or government stops protecting or listening to the voices of women, even when there are procedures and the legal framework in place? And the second question is, what's the role that social workers can play to help protect victims of SGBV? I think this is a perfect question for you. Okay. One general comment for the first part of the question is that I think you mentioned it before, Juliette, but it was in French. So we live in a patriarchal society. This cannot be denied by anyone. And all existing services, police, courts, all public services are also working and existing in this society. So even if the legal framework is the best, I'm not saying it is, but it is very rich, especially here in Greece. We have laws for everything. However, the most important thing that it's still in question, even after all these discussions and progress, is for a woman to address to any public authority and be believed, the first. Be believed about what she's testifying, and then to receive the support that she needs as a victim of gender-based violence. However, even today, even if we hear from the authorities, go to the police to testify, to report what has happened to you, when a woman shows up in front of a police station to testify, she still has to face the first obstacle, which is, come on, we want to hear you, tell us what you need, to write it down. We still have incidents that the women are being sent away,
because it's okay, it's not a big issue, you will find a solution, and the police officers don't even hear to them. We still have incidents like very bad example, but I need to give it because it's recent and it led to a femicide 2 years ago. The police cars are not taxis. You cannot ask us to take you to home. And then this woman was murdered outside of a police station by her ex-partner. We still have these examples here in Greece. So the situation is far from good. Even if the government goes to European gatherings saying that it does everything perfectly to combat gender-based violence. Moving on, I don't want to say more about this issue because we are also need to finish. Now, social workers play a very, very crucial role to the procedure of supporting survivors of gender-based violence. Because besides the necessary guidance, that besides the fact that they are usually sometimes and more often the first professional that comes in contact with a survivor of gender-based violence, if your question relates to how you can support women who come from Greece and seek for asylum, for example, in Belgium, this was your question. How you can support these women in specific. I don't know if report, a social report, including information about the situation of rights for women in Greece, could support a woman in her asylum claim there in Belgium. This is something I can think at the moment. And also seek if this woman has ever received any kind of support here in Greece, and maybe could reach any professional that had supported this woman in Greece to give you some more information. Je vois qu'on arrive tout doucement et c'est presque miraculeux. On est un peu pile dans les temps. Donc, il reste une minute. Cette minute, l'employer pour vous remercier toutes les deux. D'abord pour votre présence, mais surtout pour le travail tellement difficile et tellement nécessaire là-bas en Grèce. Je pense que c'est quand même, voilà, ça nous permet aussi de prendre conscience de l'ampleur des problématiques et peut-être de réfléchir aussi à comment se soutenir, parce que je pense qu'effectivement, vous avez mentionné certaines initiatives transnationales. Je pense qu'il va falloir aller creuser un petit peu ces possibilités-là de coopération à travers les frontières, justement. Mais voilà, en attendant, merci beaucoup. Je vais remercier toutes les participantes et participants. Peut-être vous demander à Juliette, à Dimitra de ne pas couper tout de suite. J'ai encore deux, trois choses à vous dire. Mais voilà, merci pour votre présence ici au webinaire. Nous allons encore en faire quelques-uns tout au long de l'année. Vous serez bien sûr invités. Nous espérons vous voir nombreux et nombreux. Au revoir et merci.